Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça est de retour. Retour de trêve, Celta Vigo Barça. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va commencer cette vidéo tranquillement avec une belle déclaration de Flick qui nous dit quoi? Il nous dit Gavi est prêt à démarrer un match de football. On pose ça là. Maintenant, est-ce qu'il va le faire contre le Celta Vigo ou contre Brest ou contre Las Palmas? Je n'en sais rien. Anti-Flick, il a dit aussi quelque chose d'assez intéressant que je vais reprendre. Il a dit non, il n'y a pas de crainte à jouer sans Lamine Yamal. Nous n'avons pas forcément bien joué contre la Real Sociedad, mais pas parce que, en gros, pas parce que Lamine ne jouait pas, plus parce que nous n'avons peut-être pas bien fait les choses, tout ça. Il a dit qu'il y avait d'autres joueurs et qu'il fallait s'adapter. Et on l'a vu dans la vidéo d'hier, effectivement, il va falloir s'adapter à jouer sans Lamine, sans avoir cet ailier là qui fait des différences sur son côté et qui apporte aussi des occasions par la passe, tout ça, mais qui est surtout un ailier dribbleur provocateur, fixateur, tu vois, qui va arriver, qui va te dribbler 2-3 gars, qui va étirer ce bloc. On en a déjà parlé hier dans la vidéo, on n'a pas d'autres profils forcément comme ça. Donc il y en a qui comprennent pas, il y en a qui continuent à dire ouais non mais Lamine. Je dis pas qu'on est spécialement dépendant de Lamine en tant que tel, évidemment qu'on est dépendant de lui parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc après il y en a qui disent ouais c'est n'importe quoi d'être dépendant d'un gamin de 17 ans ou quoi. Peu importe, il est 17 ans, 25 ans. Si le gars fait partie des meilleurs joueurs du monde, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 12 ans, enfin, il peut avoir 8 ans et demi, que s'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il va forcément te manquer s'il n'est pas là. Pas très compliqué à comprendre en vrai, mais bon bref, passons, c'est pas très grave. Donc, mis à part le fait que ça soit Lamine Yamal, ça pourrait être Bertrand Bourigeaud, je dis n'importe quoi. Si le mec, il a ce profil-là dans ton équipe et que ton équipe elle joue d'une certaine façon par rapport à ce profil là, si ce gars là n'est pas là et qu'il n'y a pas d'autres profils comme ça dans l'équipe, eh bien forcément tu vas devoir t'adapter et jouer autrement. Donc tu es un petit peu dépendant aussi d'un des seuls dribbleurs de ton équipe parce qu'il fait des différences. Oh, surprise, un joueur qui fait des différences qui est important dans une équipe. C'est la première fois qu'on voit ça dans le football. Ouais, je suis en forme. Donc on démarre la vidéo tranquillement, on va se détendre un petit peu. Il n'y aura pas de Lamine Yamal. Il y aura Messi Prime sur le terrain et vous savez très bien que Yago Aspas va nous fatiguer. Franchement, il va nous fatiguer. On espère quand même ne pas voir un Yago Aspas Prime qui va nous mettre des buts, tout ça. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Yago Aspas, chez lui, à la maison, avec le Celta, contre le Barça, le mec, c'est Messi Prime. Tout le reste de l'année, il se repose, il se préserve un petit peu, il préserve sa forme pour jouer le match de sa vie contre le Barça. Donc il faudra s'attendre à ça, les amis. Yago Aspas en Liga, il a mis 4 buts en 12 matchs. Ça m'étonnerait même pas qu'il pourrait mettre un quadruplé contre le Barça. Le gars, il a mis que 4 buts, il va en mettre 4 contre le Barça. Tu vois, c'est ce genre de truc qui est un petit peu improbable. Qui te dit aussi, peut-être, finalement, peut-être, l'histoire du Père Noël et tout, peut-être qu'on sait pas ce qui se passe. Finalement, faites des listes. Faites des listes, on sait jamais, les gars. Donc le Celta Vigo, ils sont pas forcément... c'est une équipe, de toute façon, on le sait, c'est une équipe contre qui on a du mal. On le sait, on est déjà prévenu d'avance. Il y a eu un débat, enfin en tout cas j'ai vu notre cher Dave le D qui rouspétait un petit peu. Voilà, il a poussé sa petite gueulante. Il a dit j'en ai marre qu'on parle de match piège, tout ça. Donc bref, moi ça m'a fait rire. J'aime bien rire. Voilà, et il parlait des matchs pièges, que tous les matchs ne peuvent pas être pièges, sinon ça n'a plus aucun sens de parler de match piège, et c'est évident, mais un match piège, de toute façon, ma définition du match piège, ça dépend du contexte aussi, tu vois. Un match, par exemple, avant un match de Ligue des Champions, un match où l'adversaire est censé être beaucoup plus faible que toi, et où tu le prends peut-être trop de haut, tu vois. Ce genre de choses-là, on peut considérer que c'est des matchs pièges. Tout simplement, des matchs peut-être à l'extérieur, des trucs comme ça, j'en sais rien. Bref, vous avez compris. Chacun a peut-être sa définition du match piège, mais pour moi, le Celta Vigo, ce n'est pas un match piège, évidemment, parce que on sait déjà qu'on a du mal. On sait déjà que c'est une galère, ce genre de match. Donc en fait, ça peut pas être piège, parce que t'es prévenu d'avance. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'entourloupe. Tu sais, tu vois la ruelle sombre, tu dis ah, il y a un mec là-bas, je le vois, il a un couteau. Ben oui, tu le vois, pourquoi t'y vas? Mais on est obligé de jouer ce match quand même. Bref, je vais me concentrer.
Donc le Celta Vigo, ils sont 11e au classement. On peut pas dire que ça soit vraiment incroyable non plus. Attention au piège. Non mais ils sont 11e, ils enchaînent des résultats assez mitigés. Un coup il y a des défaites, un coup il y a des matchs nuls, un coup il y a des victoires. Il y a un peu de tout à prendre. En termes de buts, ils en ont mis 20, ils en ont pris 22, tu vois. Donc c'est assez équilibré. Ils n'ont pas forcément une très bonne attaque. Et alors que tu vois en défense ils encaissent pas, ils encaissent un petit peu plus mais c'est assez mitigé. Donc c'est souvent peut-être soit des petits scores, soit des scores assez serrés. Ils prennent pas à mon avis, ils prennent pas trop de fessées. J'ai pas regardé tous les matchs depuis le début de la saison ce qu'ils ont fait, mais ils prennent pas beaucoup de fessées et ils en mettent pas beaucoup non plus. Mais ce qui est intéressant aussi de voir la petite stat, c'est que quand on regarde les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, si on devait faire le classement à domicile de la Liga, ils seraient 6e et non pas 11e. Ils ont fait 7 matchs à domicile, ils en ont gagné 4. Un match nul, 2 défaites. Alors que à l'extérieur, donc on peut se dire ouais à domicile c'est pas fou non plus, ils ont pas fait full victoire, ok je sais bien. Mais à l'extérieur ils sont 15e les gars, ils ont fait 6 matchs à l'extérieur, ils ont gagné une seule fois, un nul et 4 défaites. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une grosse différence à domicile et à l'extérieur pour nos chers amis du Celta Vigo. Alors que le Barça à domicile, bon, à domicile on est solide, hein, 5 matchs, 5 victoires, mais on a joué plus de matchs à l'extérieur, on a fait 8 matchs, 6 victoires, 2 défaites. Donc il y a quand même un petit ratio de défaites, un petit peu, c'est un petit peu moins positif à l'extérieur pour nous qu'à domicile, mais on a fait d'un côté plus de matchs à l'extérieur, donc ça peut s'expliquer aussi. Donc pour ce match, on ne pourra pas compter sur Lamine Yamal, mais on pourra compter sur Lewandowski, on pourra compter sur Rafinha, on pourra compter sur Pedri, on pourra compter sur Casado, sur Gavi, Frenkie de Jong, je ne sais pas trop. S'il est parti en trêve, il est parti, vous savez, avec son équipe nationale, il a joué un match et puis après il a été renvoyé chez lui pour le préserver. Alors ça c'est quelque chose que moi, peut-être que je n'ai aucune logique, peut-être je sais pas, mais pour moi quand un joueur est convoqué, c'est qu'il peut jouer tous les matchs. Et là j'ai l'impression qu'il a été convoqué pour jouer au moins un match, mais après c'est bon, tu peux rentrer. Pourquoi faire? Pourquoi faire à ce moment-là? Si le gars n'est pas à 100%, laisse-le tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc est-ce que Frenkie est capable de démarrer titulaire là pour ce match-là? Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'infos là-dessus, je vous avoue, j'ai vu l'info Gavi. Un flic qui a dit Gavi est capable de démarrer un match, c'est bon, il est prêt. Donc à partir de là, moi je m'arrête sur cette info et je suis de bonne humeur, c'est tout. Celta Vigo, il reste sur une victoire à domicile contre Retafe, 1-0. Retafe avait pris un rouge. Étonnant. Sinon, ils avaient fait match nul 2-2 contre le Betis à l'extérieur. Après, à domicile, ils avaient perdu contre le Real Madrid. Enfin, entre-temps, à l'extérieur, ils s'étaient pris une sacrée rousse quand même contre Leganés, 3-0. Mais ça, c'était à l'extérieur, du coup. Comme on l'a dit, à l'extérieur, le Celta Vigo, c'est beaucoup moins solide. Voilà, à domicile, ils avaient perdu 2-1 contre le Real. Mais je me souviens très bien de ce match-là, que j'avais un petit peu visionné. Et le Celta Vigo avait eu des occasions, aurait dû gagner ce match. En termes, quand on regarde les simples statistiques, mais les statistiques évidemment ne te donnent pas la victoire. Mais en but attendu, ils étaient au-dessus du Real Madrid. Ils étaient à presque 2, alors que le Real Madrid était à presque 1 de but attendu. Donc en soi, le Celta aurait pu gagner peut-être 2-1, tu vois. Alors qu'au final, c'est le Real Madrid qui a gagné 2-1. Donc un Real très efficace, évidemment avec les attaquants qu'ils ont, on peut s'y attendre. Et alors que le Celta Vigo, ils ont raté énormément de grosses occasions, des occasions où ils étaient tout seuls devant les cages et puis t'es là, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les donnez comme ça? Ils donnent leurs fesses au Real Madrid, je suis désolé, voilà, c'est dit. Et puis contre nous, ça va être différent, on le sait déjà, on le sait. Yago Aspas, je vous l'ai dit, il va se transformer en Messi Prime. Alors que contre le Real, ça se trouve, on l'a pas vu, je m'en souviens pas exactement du match, mais je me souviens qu'ils avaient des occasions de fou, qu'ils sont pas été capables de les mettre, quoi. Incroyable. Enfin bref, on va voir comment ça va se passer demain les amis, hein. on va espérer que ça soit un match normal, on va dire, qu'il n'y ait pas de truc de ouf, de dinguerie. Parce que vous savez, vous connaissez l'arbitre. Sotogrado au sifflet les amis, j'ai pas envie trop de m'attarder sur l'arbitrage, mais on connaît un petit peu les dégâts que peut provoquer cet arbitre cataclysmique, sachant que cet arbitre, j'ai vu passer ça, je trouvais ça assez étonnant, il a arbitré, je crois, si je dis pas de bêtises, 9 fois le Barça, il me semble que c'est 9, ou alors je sais plus exactement, mais sur les derniers matchs, il a arbitré le Barça à chaque fois à l'extérieur, et jamais à domicile. Et je trouve ça assez, je trouve que c'est une statistique assez étonnante, voilà. Ils ne l'ont jamais envoyé à Barcelone. Par peur de peut-être quelque chose, je ne sais pas, de dinguerie. Mais en vrai, à chaque fois qu'il nous a arbitré, je crois sur les je sais pas combien de dernières années,
il nous a arbitré tout le temps à l'extérieur et jamais à domicile. Voilà, c'est une petite stat que je donne. Puis évidemment, pour ceux qui suivent un peu le Barça régulièrement, on connaît un petit peu l'arbitre, on sait que... Voilà, on le sait. On le sait. On va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain contre le Celta Vigo. Du retour de Gavi dans le 11, voilà, c'est cash, c'est dit, comme ça c'est fait. Olmo à droite, j'en avais parlé dans ma vidéo d'hier, j'avais dit quelle solution pour l'absence, pour combler l'absence de Lamine Yamal. Est-ce qu'il faut mettre un joueur comme Olmo qui est un joueur très axial? Je ne sais pas. Je l'avais dit aussi, dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. Personne dans l'équipe ne peut apporter ce que Lamine apporte, de toute façon. C'est un fait, me parlez pas d'âge, me parlez pas de je sais pas quoi, de scandale ou je ne sais quoi. C'est comme ça. Personne dans l'équipe ne peut apporter ce que Lamine apporte. C'est un fait, c'est comme ça. Rafinha, si on le met à droite, est-ce qu'il va être bloqué sur sa ligne? Il va être capable d'étirer cette défense, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il va être efficace vraiment à droite? Je ne sais pas. Après, il y a une autre solution, c'est... Bon, c'est inverser les rôles, évidemment. Rafinha à droite, Olmo à gauche. C'est une possibilité pendant le match, si jamais ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que c'est ce que Flick va faire, hein. Évidemment, c'est mon 11 à moi, donc c'est ce que je ferai, ce que j'essaierai. Ce serait un test, hein, de toute façon. Casado en 6, avec Pedri, Gavi au milieu. Un milieu assez technique et assez travailleur aussi, qui peut mettre beaucoup d'intensité. On connaît Gavi et Casado. Et évidemment, même Pedri est un gros travailleur dans la récupération, mais c'est surtout, avant tout, un artiste évidemment, mais c'est quand même un gros bosseur quand il s'agit de récupérer les ballons. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans l'animation? Eh bien, dans un premier temps, étirer ce bloc-là avec Olmo dans le couloir, Baldé ici, hop, qui vient étirer cette défense aussi, Rafinha qui rentre dans le demi-espace. Et ici, c'est là que ça va un petit peu se compliquer. Hop, hop. C'est que Koundé, je le vois comme un... Bon, ça va être comme d'habitude en fait. Comme d'habitude, ça va être un latéral un peu hybride. Dans un premier temps, Olmo collera la ligne pour étirer. Mais Olmo, on sait que c'est un joueur d'intérieur. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis Gavi ici, même si Gavi est capable de faire ces appels-là, on l'a vu de nombreuses fois sous Xavi, quand Gavi jouait à ce poste-là, à côté de Dembélé par exemple, et bien souvent il faisait ses appels dans le demi-espace, il les faisait et il les faisait bien, tu vois. Il n'y avait pas de problème avec ça. Maintenant, j'aimerais mettre Gavi ici un petit peu moins haut, on va dire, pour laisser la place à Dani Olmo de rentrer dans l'axe. Quand Koundé il prend le couloir après, Olmo il vient se placer ici et Koundé il vient se placer là. Et donc là on aurait vraiment, bon, une équipe assez offensive, on va dire, une sorte de milieu à 4, et oui, mais plus à 5 au final, mais disons qu'un milieu en carré comme ça, avec un Lewandowski, bon, assez libre comme d'habitude, mais en 9, et avec Casado en 6 derrière pour couvrir quoi. Vraiment un truc comme ça. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire ou s'il vaut mieux faire un double pivot. Je sais, il y en a, ils vont me dire Pedri en 10 ici, Gavi, Casado en double pivot. Ouais. C'est une possibilité aussi. Je dis pas. Hein. Je dis pas. C'est possible. Hein. En vrai, je pense plus que Flick mettra Casado et Gavi en double pivot avec Pedri un peu plus haut. Mais Pedri plus haut, moi, je suis pas un grand fan. Et je pense que Gavi, à l'image de ce qu'on a vu avec Casado en début de saison, rappelez-vous de Casado en début de saison, quand c'était Bernal qui jouait en 6, Pedri qui jouait à gauche ou à droite, je sais plus exactement, mais Casado en tout cas, il était dans ce rôle de milieu intérieur un peu plus haut, peut-être à la place de Gavi là par exemple. Il joue à ce poste pour apporter quelque chose dans la récupération, à la perte de balle. Dans le contre-pressing, Casado était très important à ce poste-là. Il n'a pas joué beaucoup de matchs dans ce rôle-là. Bon, quand même un peu en pré-saison et en début de saison, tout début de saison. Mais voilà, Gavi un peu dans ce rôle-là, avec un Casado derrière lui. Je pense que Gavi, Casado, défensivement, franchement, dans le contre-pressing et même dans le pressing, franchement, ça doit être... je demande à voir. J'ai hâte de voir ça, évidemment. Voilà pour mon 11, voilà pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui vont me dire oui, Rafinha plus à droite. Ouais, je demande à voir de toute façon. Je demande à voir, on verra bien déjà ce qui va se passer, ce que Flick décidera. On verra si ce sont les bons choix. La dernière fois contre la Real Sociedad, il avait mis Fermin Lopez à droite. Ça n'a pas fonctionné parce que Fermin ne restait pas dans son couloir. Il y en a qui m'ont dit oui, mais Flick peut remettre Fermin à droite. Il doit juste lui dire de garder ce couloir-là et de rester là. Je pense pas que Flick lui ait dit de ne pas le faire en tout cas. S'il a mis ailier droit, c'est pour qu'il joue ailier droit aussi, qu'il puisse un petit peu étirer. C'est pas ce qu'il faisait parce que naturellement chez lui, il cherchait l'axe. Dani Olmo, c'est un joueur aussi qui cherche beaucoup l'axe.
et ça peut être problématique. C'est pour ça que je dis à voir si on échange avec Rafinha en cours de match, si vraiment Olmo n'est pas capable de garder cette ligne-là, au niveau de son QI football, s'il n'est pas capable de garder un couloir et d'étirer, puis après de rentrer dans l'axe un petit peu pour apporter, s'il n'est pas capable de faire ça, faut arrêter le foot. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Si franchement, tu as des consignes comme ça, tu dois faire ça, et tu n'es pas capable de le faire, pour un joueur comme Dani Olmo, tu n'es pas capable de le faire, faut arrêter le foot. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que tu dois normalement le comprendre et savoir l'appliquer. Sinon, qu'est-ce que tu fais au Barça, quoi? Je veux dire, je suis désolé. Je suis désolé d'être méchant comme ça, mais bon. On se retrouve demain, les amis, pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match, comme d'habitude, en totale détente, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.